Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée aux nouveautés de Microsoft Azure édition printemps 2021. Nous allons vous parler de PaaS et de Cloud Natif avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Et sans plus attendre, nous allons voir ensemble l'agenda. Donc l'agenda de cette session qui va durer à peu près 2h30, un petit peu plus, et qui sera divisée en deux parties. Donc là, vous êtes en train de regarder la première vidéo, il y a une deuxième vidéo qui s'appelle partie 2, c'est original. Première partie sera consacrée donc aux nouveautés sur Azure App Service. La seconde sur la partie Azure Kubernetes Service. On parlera également des nouveautés de l'Azure Container Registry, de CI/CD avec les nouveautés notamment côté GitHub Action. On parlera d'infrastructure as code avec une version un peu musclée. Et puis on terminera sur la partie Azure Key Vault. Eh bien, nous allons commencer par le premier des services PaaS, un des services historiques qui évolue et qui continue à évoluer en permanence. Et c'est à Pierre que je vais passer la main. Merci Stanislas. Donc on va passer sur la partie nouveauté Azure App Service avec une nouvelle fonctionnalité concernant le stockage persistant. Donc quand vous allez déployer des app services et puis vous allez exécuter des conteneurs, que ce soit des conteneurs Linux ou des conteneurs Windows, vous allez maintenant pouvoir, avec cette nouvelle fonctionnalité, récupérer du stockage persistant. C'est-à-dire que votre conteneur va s'exécuter sur le service App Service et ensuite ce conteneur va pouvoir récupérer son stockage persistant sur le service Azure File Share, premier scénario, ou éventuellement sur de l'Azure Blob Container. Donc c'est de la preview, donc c'est pour pouvoir mettre ça en œuvre, effectivement, vous serez obligé soit d'utiliser l'AZ-CLI, ou alors depuis peu, maintenant, on peut aussi le faire au travers du portail. Au travers du portail ici, une fois que vous avez déployé votre app service, vous allez aller dans la configuration de votre app service. Et puis ici, au niveau de la configuration, vous avez en haut ici donc trois onglets, la partie Application Setting, General Setting et le Path Mapping. Et c'est là où vous allez venir paramétrer le stockage persistant pour votre app service. Donc là, ici, dans cet exemple, j'ai donné le nom du point de montage. On est limité à 5 points de montage par app service. Ensuite, je vais venir lui donner le compte de stockage. Dans cet exemple, je suis passé sur de l'Azure File. Donc là, je vais lui donner le nom du partage. Ensuite, je vais donner les clés d'accès. Donc ça, on parle bien des clés qui sont, donc ce sont bien les clés d'accès du compte de stockage. Et ensuite, ici, le point de montage au travers de l'app service pour pouvoir mapper ce stockage persistant. Deuxième possibilité, là, ici, on va le faire en AZ-CLI. Donc là, ici, au tout début, j'ai créé mon app plan, d'accord, qui va recevoir mon app services. Donc la première commande AZ app services plan create, et puis ensuite, vous allez donner paramètres, nom, ressources groupe, est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est du Linux ou pas. Ensuite, deuxième commande, on va venir créer cet app service. Cette app services. Donc ici, ressources groupe, nom du plan, le nom, et puis là, on parle bien d'un conteneur, d'accord, que je vais aller chercher dans une registrie publique, le conteneur Nginx. Et puis ici, la commande qui va me permettre de monter de monter le point sur du stockage persistant. Et là, ici, c'est là où je vais prendre la commande AZ web app config storage account add. Et ensuite, je vais donner nom, ressources groupe, le custom ID de l'Azure Share, et puis ensuite, quel type de stockage, on est sur de l'Azure File et pas sur du conteneur, l'Azure File Share, le compte de stockage, la clé et les points de montage. Voilà. Et puis ensuite, si je veux voir un petit peu ce qui a été monté par rapport à cette app service, AZ Web App, config storage account list, et je vais voir tous les points de montage qui ont été montés sur cette app service. Prochaine fonctionnalité, donc là, quelque chose de nouveau aussi, toujours en preview, c'est le fait de pouvoir faire un antivirus scan sur une app service. Donc là, ça c'est encore une fois de la preview.
Pour pouvoir venir paramétrer ça, comme d'habitude dans Azure, vous allez venir sur la ressource et aller dans Diagnostic Setting, et c'est là que vous allez venir paramétrer ce que vous souhaitez avoir comme remontée. Ces logs, vous allez pouvoir les stocker vous pouvez les envoyer sur 3 services différents, soit on va les stocker sur un compte de stockage, soit on va pouvoir les stocker dans un workspace Log Analytics, ou alors on va pouvoir pousser ces informations-là dans un Event Hub de manière à venir interagir avec d'autres services. Cette fonctionnalité d'App Service Antivirus Log s'appuie sur Microsoft Defender, et puis ensuite, évidemment, on a une limitation au niveau de cette preview, de cette nouvelle fonctionnalité. Ce sera un scan par jour, 1 gigamax de fichiers, 1 gigamax de volumétrie, 10 000 fichiers max. Et puis, la chose importante, c'est qu'il faut que votre app service s'appuie sur une app service plan de type premium. Ici, vous avez une vue au travers de la console, comment paramétrer un petit peu tout ça. Vous allez aller ici sur votre app service, vous allez aller dans la partie monitoring, ensuite diagnostic setting en preview, et c'est là où vous allez venir paramétrer ce que vous souhaitez remonter comme information. Et la nouveauté ici, c'est celle qui est tout en haut, l'app service antivirus scan audit log. Voilà, ici je vais lui donner un nom. On donne toujours un nom à un diagnostic setting. Donc là, ici, c'est Scanlog Smart Hotel, peu importe le nom. Ensuite, c'est là où je vais venir sélectionner les logs. Donc là, la nouveauté, l'app service antivirus scan audit log. Et puis sur la partie droite ici, vers quoi je vais envoyer ces informations. Donc soit je vais les stocker à 2 endroits dans un workspace Log Analytics. Bien évidemment, il faut le créer avant. Ou alors on va mettre ça dans un compte de stockage. Ou alors on peut pousser ces événements dans un Event Hub. Ici, c'est une vue comment je pourrais aller vous récupérer les informations. Encore une fois, c'est un scan par jour. Donc là, ici, je vais aller dans un compte de stockage, dans le conteneur qui va bien. Donc là, le conteneur, il sera créé automatiquement. Et ensuite, une fois que vous allez dans le conteneur, vous allez récupérer les logs. Et ensuite, vous allez pouvoir traiter ces logs de manière au travers d'un fichier JSON qui remonte l'information de savoir le scan si c'est bien passé et si vous n'avez pas de virus sur l'app service. On fait évoluer l'app service environnement, donc de la V2 on passe à la V3. Donc là ici on est plutôt sur des scénarios d'app service qui s'exécutent dans un environnement totalement isolé, d'accord? Donc des environnements de type application web Windows, application web Linux. Ça marche aussi pour les conteneurs et puis aussi pour l'Azure Functions. Donc, on va proposer des nouvelles tailles de VM pour pouvoir exécuter donc ces workloads. Donc là, ici, vous voyez, on va de la VM de CPU 8 Go à jusqu'à 8 CPU et 32 Go. Ce qui est intéressant ici dans ces offres, dans ces offres de services ici, c'est qu'on a une intégration complète à un virtual network. Donc là, effectivement, quand vous allez déployer cette solution, vous serez mis dans un virtual network avec 2 subnets, un subnet entrant et un subnet sortant. Et ce qui est intéressant ici dans ces offres-là, hormis qu'on soit complètement isolé, c'est on a la possibilité aussi d'interagir dans le virtual network, à savoir de pouvoir définir des network security groups, rajouter des UDR, des use defined routes, si je vous souhaitais changer le routage entre différents subnets, et puis ensuite intégrer aussi des Network Virtual Applications, ce qu'on appelle des NVA, pour pouvoir avoir un peu plus de scénarios. Voilà. Ensuite, pour déployer ça, c'est un petit peu long. Alors, 1000 excuses, je n'ai pas accès à cette preview, donc je vous ai mis quelques copies d'écran que j'ai pu récupérer sur le site, de manière à voir comment on pourrait déployer ça. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même assez facile. Dernière nouveauté qui est toujours en preview, qui est toujours en preview, c'est le fait de pouvoir déployer des applications dans des app services, mais en s'appuyant sur du Docker Compose, d'accord? Donc là, ici, le Docker Compose, donc c'est un fichier de configuration de type YAML sur lequel on va venir décrire un service et des configurations. Donc là, comment on va pouvoir déployer des app services au travers d'un Docker Compose? C'est simple. Il vous faut une image dans une registrie. Donc là, ici,
vous avez le choix entre de l'Azure Container Registry, le choix entre du Docker Hub qui soit public ou privé ou sur une private registry. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. Et ensuite, pour pouvoir déployer ça, je vous conseille vivement de passer au travers la fonctionnalité de l'app service qui s'appelle le déploiement center. Et puis de venir charger ce fichier Docker Compose au travers du déploiement center. Et puis en plus, au travers du déploiement center, vous allez aussi pouvoir voir un petit peu les logs de votre app service. Alors, comment on va déployer ça? C'est très simple. Vous allez aller dans le marketplace Azure, vous allez taper Web App ou Web App for Container. Web App aurait pu suffire aussi. Et puis ensuite, ici, c'est là où vous allez définir, à la création de cette Web App, c'est là où vous allez définir effectivement l'abonnement. Vous allez définir le ressource group, vous allez définir le nom de l'app service ici. Bien, à ce niveau-là, en termes de publish, donc on va bien prendre du Docker Container. OK. Ensuite, on va assigner une région à tout ça et ensuite, on va définir le plan pour pouvoir exécuter cette web app. Donc là, ici, soit vous avez déjà un plan, vous utilisez déjà le plan qui a été créé, ou sinon, vous avez possibilité ici d'en créer un. Et puis, je vous propose d'arrêter ici pour la création. On va faire create, on ne va pas suivre l'assistant puisqu'on va créer directement l'app services à ce niveau-là. Une fois que l'app services a été déployé, on va se retrouver dans ce ressource group avec l'app service plan et l'app service. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sur l'app service et on va venir lui assigner une identité, donc une manage identity. D'accord? Et cette manage identity de cette app service, on va lui donner les droits pour pouvoir aller chercher une image dans l'Azure Container Registry. OK? C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais valider excusez-moi, la manage identity ici. Ici, je vais avoir l'ID de cette identité. Et puis ici, je vais aller dans mon Azure Container Registry, d'accord? Et je vais donner le droit à cette app service de venir chercher cette image, d'accord? Donc, je vais aller donner un rôle. Je vais récupérer le rôle qui va bien. Ensuite, je vais l'assigner à une app services. Je vais donner mon nom d'abonnement et normalement, à ce niveau-là, il va vous lister toutes les app services qui ont une manage identity. Et là, je vais ici effectivement assigner ce droit, ce rôle à mon app services. Voilà. Et puis ensuite, pour pouvoir m'appuyer sur ce fameux fichier Docker Compose, je vais aller dans Déploiement Center, je vais aller dans la partie Settings, d'accord? Et c'est là où je vais lui donner quel type de conteneur, donc container type, soit ça va être une image simple, ou soit j'ai possibilité de choisir le Docker Compose. Je vais lui donner la ressource, la registry source, donc là je vais m'appuyer sur une image que j'ai mis dans mon Azure Container Registry, puisque mon app service va avoir le droit, j'ai donné les bons droits pour aller chercher cette image. Ensuite, je vais donner le nom de la registry, où sont mes images, et ensuite, je vais donner le fichier Docker Compose. Soit vous pouvez l'écrire directement ici, ou soit vous pouvez bien évidemment uploader le fichier Docker Compose, qui est effectivement un fichier de configuration en YAML, ici sur lequel je vais déployer un service. Et dans ce service ici, je vais m'appuyer sur deux images, une image de WordPress, que je vais aller chercher dans mon Azure Container Registry, la partie qu'est-ce que j'expose en termes de port, et puis une image de type Redis pour pouvoir faire fonctionner mon WordPress. OK? Donc là, une fois que ça s'est terminé, je vais aller... Alors, soit j'ai possibilité, je vais sauvegarder, il va se passer un petit peu de temps, et puis en tâche de fond, l'app services va se reloader, d'accord? Ou soit vous pouvez, pour gagner un petit peu plus de temps, ici, vous allez faire un restart ici de votre app services, et puis ensuite, vous attendez un petit peu, et votre app services va se monter. Et donc là, ici, je vois bien mon conteneur, mes conteneurs donc, qui s'exécutent, et là, je vois bien effectivement la partie WordPress arriver, que je vais paramétrer, et puis ensuite, qui va fonctionner. Voilà. En termes de logs ici, pareil, pour voir un petit peu ce qui se passe dans une app service, vous allez toujours dans Déploiement Center, et dans Déploiement Center, vous avez aussi la partie log qui va vous permettre de voir ce qui fonctionne ou ce qui éventuellement ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Il me semble, Stanislas, que j'ai terminé. Je pense qu'après, c'est toi qui vas prendre le sujet sur AKS, il me semble. Eh bien, c'est parti. Nous allons voir donc Azure Kubernetes Service. Alors, pas mal de nouveautés sont arrivées du côté d'AKS.
Parmi lesquels, donc en GA, Generally Available, prêt pour la production, des nouvelles images de base pour les workers Linux. Donc, nouvelle image de base basée sur de l'Ubuntu 18.04, la LTS. Désormais, c'est par défaut. Donc, chaque fois que vous allez instancier un cluster Kubernetes dont la version est supérieure à la 1.18, vous aurez une version 18.04. Sachez de toute façon que la 1.17 sera dépréciée fin mars 2021, donc la 1.18 sera la version la plus basse qu'on puisse instancier dans AKS à partir de début avril, donc vous aurez forcément une version 18.04. La 1.20 est actuellement en preview, elle devrait passer en GA probablement courant avril, normalement, si on suit le calendrier. Et donc la 1.20 a apporté pas mal de petites choses, mais donc du coup pensez bien à faire vos montées de version et donc ne restez pas surtout sur la version 1.17 car fin mars ce sera terminé en termes de support. Du coup, si on parle des upgrades, il y a plein de façons d'upgrader, de mettre à jour la version de Kubernetes dans un cluster AKS. Il existe désormais la possibilité d'activer une fonction de mise à jour automatique. Mise à jour automatique, l'Automatic Cluster Upgrade, qui vous permet de sélectionner, on va dire, un channel particulier et de déclencher de manière automatique les montées de version. Donc il existe par défaut, vous êtes sur un channel non, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'auto-upgrade qui est activé. Si vous sélectionnez le niveau patch, si vous êtes par exemple en 1.17.7, eh bien automatiquement il vous mettra dans les versions les plus récentes en termes de 1.17, donc ici par exemple à 1.17.9. Donc ce niveau-là, typiquement d'upgrade, peut être recommandé parce qu'en général on n'est pas sur des mises à jour qui vont vraiment faire des breaking change en termes d'API, on est plus sur de la correction ou des correctifs liés à la sécurité. Donc on peut vous encourager peut-être à activer ce channel-là, le channel patch. Pour les channels stables, donc du coup si on active ce channel, quand on est en 1.17, automatiquement on va migrer en 1.18. On va monter en version N+1 automatiquement. Donc là encore, peut-être dans un premier temps, testez-le sur des environnements qui ne sont pas de la production, avant d'être bien à l'aise pour le faire sur la production. Sachez qu'effectivement, chaque fois qu'on monte de version dans Kubernetes, potentiellement, on peut effectivement avoir un breaking change en termes d'API par rapport à son code et à ses manifestes YAML. Donc il est important de bien tester tout ça au préalable dans un environnement pré-production ou de test and dev. Le channel rapide lui permet carrément de partir sur la dernière version. Donc si vous êtes en 1.17 par exemple, directement vous allez vous retrouver dans la dernière version supportée pour de la production. En l'occurrence ici ce serait la 1.19. Donc là encore, les stables et les rapides à privilégier dans des environnements hors production pour être certain effectivement de ne pas causer des effets de bord de manière automatique sur votre cluster Kubernetes de production dans un premier temps. Comment on met ça en place? Alors soit on crée directement un cluster et lors de la création en ligne de commande, on rajoute ces options, donc ce n'est pas disponible aujourd'hui dans le portail graphique, on va dire. Donc option auto-upgrade, -channel et le nom du channel ici. Vous pouvez également mettre à jour un cluster existant avec cette option. Donc là, ce sera un AZ-AKS update. Là, vous viendrez rajouter effectivement l'option -auto-upgrade, -channel, et là, le nom du channel. Côté Ingress Controller, donc on a un Ingress Controller qui s'appelle Agik, qui est un pod qui est instancié dans Kubernetes. Ce pod lit la configuration au travers de l'API Server de Kubernetes en termes de règles de Ingress. Et ensuite, il fait la transcription de ces règles écrites en YAML pour Kubernetes en règles pour la plateforme ARM et plus particulièrement pour un service de reverse proxy qui est PaaS, donc qui s'appelle Application Gateway. D'accord? Donc ça, c'est le service Application Agik, Application Gateway Ingress Controller. Donc désormais, il est en GA, alors GA sous la forme d'un add-on. Il était déjà GA sur certains éléments, mais on pouvait l'installer par exemple avec un package Helm. Par contre, effectivement, c'était juste l'installation. Après, il fallait s'occuper de la mise à jour et du maintien en conditions opérationnelles en termes d'évolution de version. À partir du moment où on est sur un add-on, c'est la manière déjà, la plus simple pour installer Agik, parce que c'est juste une option entre guillemets à cocher dans la ligne de commande pour être plus précis. Et du coup, cet add-on, il est managé, il est mis à jour de manière automatique. Il a également un support plus complet, ce qui est assez important si vous êtes sur un environnement avec de la production, parce que s'il y a un problème et que vous appelez le support AKS, du coup, le support AKS pourra bien prendre en compte également ce composant qui techniquement n'est pas forcément que dans AKS, mais également du côté d'Application Gateway.
D'accord? On peut avoir du déploiement en mode greenfield ou brownfield, donc en gros, soit lors de la création d'un cluster, soit a posteriori dans un cluster. Alors comment on installe tout ça en ligne de commande? Par exemple, ça doit être du greenfield ici. Je crée un cluster AZAKS create, le nom de mon cluster, le nom de mon ressource group, le nom du plugin réseau. J'active ici la manage identity, ça sera nécessaire pour la partie sécurité. Et ensuite le "-a", ici c'est le "add-on", ingress app gateway avec le nom ici de son application gateway qu'on a déjà installé au préalable et également le subnet qui est associé derrière avec son préfixe. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on voit dans son ressource group, pardon, avec son cluster, l'application gateway ici, et puis également le VNet avec à l'intérieur de ce VNet un subnet particulier dédié à ça. Ensuite, on récupère les credentials de son cluster, on liste les pods, et là vous allez voir effectivement la présence d'un pod dans le namespace kubesystem qui s'appelle ingress app gateway deployment. Donc c'est ça le pod EDGIC qui va faire l'interface entre, on va dire, la configuration dans Kubernetes décrite sous la forme de manifeste YAML et la configuration dans app gateway qui est envoyée sous la forme effectivement de commande ARM. Côté Azure Active Directory, on supporte désormais l'accès conditionnel pour les clusters AKS qui sont intégrés avec Azure Active Directory. Donc vous savez qu'il y a le mode historique d'intégration de l'API Server avec l'Azure Active Directory, et il y a un mode désormais qui est un mode managé. On va dire que c'est relativement simple, c'est une option ou deux à rajouter dans la ligne de commande pour intégrer l'authentification Azure Active Directory au sein de Kubernetes. Donc désormais, au-delà de faire la partie authentification qui est utilisée dans le RBAC de Kubernetes, sur la partie authentification, on va pouvoir rajouter un contrôle supplémentaire qui est un accès conditionnel tel que vous connaissez aujourd'hui sur des services tels que Office 365 par exemple. Du coup, on réélève encore à nouveau le niveau de sécurité de l'API Server. Donc je rappelle que sur la partie accès conditionnel, on va travailler sur la notion de signaux qui vont permettre de dire ou pas si on respecte les conditions additionnelles une fois authentifié. Donc ça peut être lié à un utilisateur ou un groupe, à sa localisation, ça peut être lié à son périphérique et au système d'exploitation associé, Mac, Windows, iOS, Android. Ça peut être lié à l'application utilisée, est-ce que c'est le navigateur web, est-ce que c'est une application particulière, et ça peut être lié également au risque en temps réel remonté par la partie Identity, Azure Active Directory Identity Protection. Voilà. À partir de là, du coup, vous allez avoir en gros 3 options qui vont être possibles suite aux conditions qui sont envoyées et les signaux qui sont donc détectés. On autorise l'accès, on nécessite des compléments d'authentification comme du MFA par exemple, ou alors on bloque l'accès à l'API Server Kubernetes. Toujours côté Azure AD, Azure AD ou gestion des privilèges, ça dépend, le Just-in-Time Access avec AKS. Donc le JIT, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans Azure Active Directory Premium qui permet du coup de faire des demandes d'élévation de privilèges pour faire certaines opérations dans Azure Active Directory et potentiellement également du coup dans Azure. Mais là l'idée c'est la même chose, c'est de dire à un moment on va pouvoir avoir par des personnes des demandes d'élévation de privilèges qui pourront être ou pas validées par des personnes avec des privilèges on va dire plus élevés. D'accord ? Donc on supporte désormais le JIT pour les clusters AKS qui sont intégrés justement avec l'Azure Active Directory, et donc pour cela on utilise la mécanique standard qu'il y a dans Azure Active Directory qu'on appelle le PIM, le Privilege Identity Management, qui va servir effectivement pour la gestion des requêtes just-in-time. D'accord ? Donc là je précise, intégrer Active Directory mais en version managée, c'est-à-dire la dernière itération. Point important, le PIM est une fonctionnalité qui est disponible dans Azure Active Directory donc, Premium P2, donc le niveau de SQL plus important, donc il vous faut avoir cette licence au niveau des différentes personnes qui vont utiliser le PIM pour pouvoir déjà avoir les interfaces et vraiment utiliser la fonctionnalité. Du coup, du côté Azure Active Directory, effectivement, dans la partie Activity, vous avez cette zone qui s'appelle Privilege Access. On va l'activer ici et ensuite on va faire des assignments. Donc on va dire par exemple, je vais mettre dans ce groupe qui est le groupe MyJIT Group ces utilisateurs là, d'accord. Et donc je vais ici les rendre soit actifs en permanence, soit éligibles à effectivement faire une élévation de privilèges avec la capacité de donner également des espaces-temps dans lesquels ceci est valable. D'accord. Toujours côté de la sécurité, on supporte désormais les workloads de type confidential
ou Data Confidential, les familles de la série DC, plus particulièrement les DCS V2. Donc qui sont des machines virtuelles tournant sur des hyperviseurs avec des cartes mères de dernière génération qui intègrent les chipsets Intel SGX qui vont permettre de faire des enclaves sécurisées et basiquement de faire de l'homomorphisme. Du coup, on va s'appuyer bien entendu enfin, vous allez pouvoir, pour vos développements dans Kubernetes, qui vont utiliser des worker nodes sous la forme de machines DCSV2, utiliser les SDK SGX de Intel ou les SDK Open Enclave. Actuellement, le driver, c'est le DK.33. Là encore, ça va évoluer. Point important, le Confidential Computing et donc les SDK associés. Dans le cadre de AKS, pour l'instant, ça ne va fonctionner que pour les node pools qui sont Linux. Si vous avez ce besoin-là sur des environnements Windows, dans ce cas-là, je vous encourage à contacter l'équipe en charge ici. Donc vous avez l'email si vous voulez utiliser ce genre de fonctionnalité-là en environnement Windows et avec des containers, donc Windows sur de la KS. On a également fait évoluer, la liste est en train de s'agrandir des différentes stratégies disponibles spécialement pour Kubernetes dans Azure Policy. Et donc une des dernières en date, une des dernières stratégies qui est disponible, c'est une stratégie qui permet de vérifier si les disques système et data des worker nodes de votre cluster AKS sont chiffrés avec les technos Azure Drive Encryption, Azure Disk Encryption, avec des clés qui sont gérées par le client. Vous savez qu'on a différentes options quand on fait du chiffrement d'OS ou de disque sur les machines virtuelles dans Azure. Soit ce sont des clés SMK, donc des clés gérées par le Service Managed Key, donc en l'occurrence, c'est Microsoft qui gère la rotation des clés et leur gestion. Soit un client peut venir avec ses propres clés, dans ce cas-là, il va les gérer lui-même, d'où le CMK, Customer Managed Key. Donc désormais, avec cette stratégie, on a la capacité d'auditer déjà le parc existant et de vérifier les clusters AKS qui sont conformes à cette stratégie de dire c'est le client qui gère ses clés de chiffrement pour les disques des machines, des worker nodes des clusters AKS. On peut être en mode deny, c'est-à-dire on ne pourra pas créer des clusters Kubernetes si on n'a pas des clés qui sont gérées par le client. Plus de documentation au sens général sur la partie stratégie dans Azure Policy pour Kubernetes. La documentation officielle ici, Azure/AKS, Policy référence, et vous avez la liste de toutes les stratégies qui sont disponibles aujourd'hui. Ces stratégies, vous pouvez aller les voir directement dans Azure Policy. Vous pouvez en voir les versions code en JSON, ici. Donc là, c'est la fameuse stratégie dont je parlais, chiffrer les disques OS avec des clés gérées par les clients. Ce qui me permet de rebondir sur un petit détour sur le fait que désormais dans Visual Studio Code, vous avez un plugin qui vous permet d'éditer effectivement vos codes JSON pour la partie Azure Policy et de vous faire de l'autocomplete, de la vérification syntaxique, etc. Donc ce plugin est assez récent, mais je vous encourage à l'installer et à le tester. Les nouveautés également du côté du monitoring, et plus particulièrement du monitoring pour la partie stockage pour des clusters Kubernetes, avec la capacité effectivement dans Container Insight d'avoir des informations sur les persistants de volume. Donc désormais, vous allez avoir des workbooks additionnels qui vont vous permettre en fait de voir effectivement l'état de vos persistants de volume claim avec le niveau d'usage ou de remplissage des disques, leur capacité, leur nom, etc. Du coup, on va switcher sur la partie log. On a également, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai fait une capture d'écran, a priori non, du côté des logs, des événements et des métriques, désormais une capacité de faire du live en temps réel. Ça, c'est relativement récent. Donc on va pouvoir effectivement voir ce qui se passe en temps réel dans le portail Azure sur les logs de chacun des pods et effectivement leurs métriques également. On l'avait jusqu'ici au niveau uniquement, on va dire, des workers de la plateforme. Maintenant, on peut aller dans le détail et voir ça en live. Côté des nouveautés également, un petit changement qu'il est possible de paramétrer dans des clusters Kubernetes. Par défaut, dans AKS, on n'expose pas d'adresse IP publique pour les worker nodes. Il n'y a aucune raison de faire ça. En général, on va passer soit par un load balancer pour un service externe, mais plus généralement, on va utiliser en général un ingress controller. Néanmoins, il y a certains scénarios en fait où il peut y avoir le besoin en fait d'arriver directement avec une IP publique sur les worker nodes. Et donc du coup, il faut que ces nœuds aient une adresse IP publique. Alors les scénarios qui ont été évoqués lorsque cette fonctionnalité était présentée
était un exemple d'une plateforme de jeu en ligne où la console a besoin de faire une connexion directe auprès des pods, quasiment. Donc de se connecter directement sur le worker node qui exécute le pod en charge pour en gros optimiser la latence. Effectivement, si on passe par un ingress, un load balancer, etc., c'est autant d'équipements réseau qui vont rajouter un peu de latence. Et quand on va effectivement faire du jeu en ligne où la latence est importante, eh bien on comprend que toutes les lignes d'optimisation sont bonnes à prendre. Donc c'est assez intéressant si vous avez regardé l'an dernier lors de la build la vidéo de la session assez habituelle de Marc Russinovich, qui est le CTO d'Azure, concernant les data centers Azure et l'évolution de nos data centers, Insight Microsoft Data Center. Il avait présenté notamment une slide dans laquelle il expliquait un petit peu l'architecture high level de la plateforme Xbox Cloud Gaming. Et effectivement, derrière, sur cette plateforme-là, les workloads tournent sur de l'AKS. Donc je pense que cet exemple ici, qui n'est pas cité en termes en disant que c'est la plateforme xCloud, probablement en fait que c'est ça qu'il y a derrière, parce qu'effectivement on utilise derrière du Kubernetes et on a ces problématiques de latence entre justement notre console et nos services de cloud. Alors, si on a envie de créer ce genre de cluster, donc avec des IV publics par nœud AKS, ce sera une option supplémentaire à rajouter à la CLI d'Azure qui s'appelle -enable node public IP. On peut également créer des nouveaux node pools dans un cluster existant et simplement, uniquement pour ces node pools, rajouter également les adresses IP publiques. D'accord ? Donc, je me suis amusé ici à créer donc un cluster avec ici cette option -enable node pool. Ensuite, j'ai listé les adresses IP publiques de mon VMscale7. Je rappelle que dans AKS, on instancie désormais par défaut des VMscale7. Donc j'avais ici mes quelques adresses IP. Donc j'avais 3 nœuds dans ce VMscale7. J'ai récupéré donc ici mes différents nœuds. Alors, si je liste par le kubectl les adresses, j'aurai bien les adresses internes de ces node pools. Pour voir les adresses IP publiques, effectivement, on va passer ici par les API de VMscale7. Alors, si on regarde le détail du VMscale7, là encore, on va retrouver ces node pools, ces différents nœuds, et si on clique dans un nœud, on retrouve bien les fameuses adresses IP publiques dont j'ai parlé derrière, avec une privée et donc une publique. Nouveauté également qui est en preview et qui est très intéressante à mon sens, c'est désormais la capacité de créer des nouveaux node pools à un cluster Kubernetes. Ces node pools, cette fois-ci, ne seront pas obligatoirement connectés au subnet dédié à AKS, mais on va pouvoir mettre donc ces nouveaux node pools dans des subnets uniques. Donc vous allez dans le même VNet pouvoir créer des subnets supplémentaires et dire ce node pool est dans ce subnet-là par exemple. Donc ça va permettre d'améliorer un peu l'isolation avec des subnets séparés et dédiés par node pool. Ça permettra également de gérer des fois les problématiques où on a un subnet qui a été taillé un petit peu juste et qu'on n'a plus assez d'adresses IP pour les différents pods. Pour pouvoir tester ça, il vous faut une CLI Azure avec une extension derrière supérieure à la 0.4.43. Aujourd'hui, on doit être à la 0.5.6 ou 0.5.5, je ne sais plus. Et il y a quelques limitations. Aujourd'hui, les subnets associés au node pool doivent être dans le même VNet. On doit quand même rester dans le même réseau virtuel. Il faut que tous les pods système puissent accéder à l'ensemble des nœuds du cluster pour des raisons notamment de résolution de DNS avec CoreDNS. Aujourd'hui, cette fonctionnalité-là nécessite d'avoir le plugin réseau Azure CNI, donc on ne supporte pas le plugin réseau Kubernetes. Et puis on ne peut pas combiner encore aujourd'hui cette fonctionnalité-là avec l'usage des network policy, qui, je le rappelle, est une mécanique sous la forme de plugin réseau dans Kubernetes qui permet de faire du filtrage de communication, principalement interpod en est-ouest. Là encore, n'est pas supporté dans la preview pour l'instant. À terme, ce sera le cas. Donc, si on veut créer un nouveau node pool avec associé donc un subnet particulier, on va simplement faire la commande traditionnelle AZ AKS node pool add, nom du ressource group, nom du cluster, le nom de node pool, le nom de nœud éventuellement, et ensuite -vnet-subnet-id et l'ID en fait du subnet, tout simplement. D'accord ? Je rappelle que pour voir les extensions de la ligne de commande Azure, vous pouvez faire AZ Extension List. D'accord ? Vous avez ici la liste des différentes extensions, donc des fonctionnalités additionnelles qui ne sont pas dans le corps d'Azure CLI aujourd'hui, et que je vous encourage, à chaque fois que vous faites des tests sur des fonctions assez jeunes, assez preview, de mettre à jour votre extension liée à AKS, qui s'appelle AKS-preview, et pour cela, faites un AZ Extension Update-name AZ AKS Preview. Donc là, au dernier moment où je l'ai fait, on était en 0.5.5.
Une fois qu'on a ça ici, je récupère ici la liste de mes réseaux. Je viens créer un subnet particulier dans ce réseau avec tel préfixe et je vais créer du coup ensuite un nouveau node pool dans lequel effectivement je vais activer derrière ce subnet. Voilà, tout simplement. Donc pour voir ce qui est dans ce subnet, là encore, je fais un AZ Network, VNet Subnet Show, je montre le subnet. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'ID. C'est cet ID-là qu'il faut récupérer, parce que c'est cet ID que vous allez intégrer en fait lors de la création, effectivement, de votre node pool, qui est ici. AZAKS, node pool add, nom du node pool, et ici vous allez venir mettre effectivement ce fameux ID. Donc l'ID commence par /subscription, l'unique ID de subscription en source group, etc. Si vous allez ensuite dans votre VNet et que vous regardez Connected Device, vous allez pouvoir vérifier effectivement que ici j'ai mon node pool ici qui est connecté, donc là le node pool numéro 2, le node pool numéro 1, et je vois bien ici que le node pool numéro 2 va sur le subnet numéro 2 et le node pool numéro 1 va sur le subnet qui s'appelle Default. On supporte désormais également les nœuds Windows avec le plugin de Network Policy de Calico. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc le monde Windows est un peu en recul par rapport au monde Linux sur Kubernetes pour des raisons tout à fait évidentes. Kubernetes est à l'origine une solution Linux. Mais désormais on commence à avoir de plus en plus effectivement de containers Windows arriver. Néanmoins, fonctionnellement, on a toujours un décalage entre le monde Windows et le monde Linux. Donc ce décalage au niveau des network policy est en train de se gommer dans AKS, effectivement, avec l'arrivée de ce plugin qui va permettre d'avoir des network policy qui seront communes aux containers, au pod Windows et au pod Linux au sein d'un même cluster AKS. Quelques prérequis, cependant, il vous faudra la version Kubernetes 1.20 qui devra arriver en GA, donc début avril 2021, et il vous faut un cluster en mode CNI au niveau du réseau. Nouveauté également, la capacité de planifier une fenêtre de maintenance, une ou plusieurs fenêtres de maintenance pour des clusters AKS. Donc là encore, l'idée c'est d'éviter des interruptions de service pendant des opérations d'upgrade côté de la fabrique Azure. Et donc vous allez pouvoir, grâce à la ligne de commande ou via des appels en REST, définir des plages sur lesquelles vous autorisez les équipes Azure, en gros, à faire des opérations de maintenance sur l'infrastructure sous-jacente à votre cluster. Donc AZAKS maintenance configuration. Alors la documentation au moment où j'ai écrit le contenu était assez légère, par contre l'aide en ligne dans la ligne de commande était suffisante. Donc en gros on va pouvoir ajouter des slots de configuration, en supprimer, les lister et voir le détail derrière. Donc pour cela, on va faire la commande AZAKS maintenance et ensuite on va préciser le nom du cluster, le nom du resource group, un fichier de config, donc soit c'est un fichier de JSON, soit on fait la config soi-même à la main en donnant l'heure de départ. Donc quand on met 1, ça veut dire 1h du matin. Voilà. Et ensuite, on va dire quel jour dans la semaine la maintenance est autorisée. Donc on peut écrire plusieurs jours, Monday par exemple. Donc un exemple assez simple, ici j'ai fait un AZ AKS maintenance configuration. J'ai rajouté donc une configuration pour le resource group, celui-ci, pour ce cluster. Je l'ai appelé week-end cette maintenance et j'ai précisé que le jour c'était le dimanche et que ça démarrait à 1h du matin. Voilà, tout simplement. On peut également le faire, je le disais, par la PRS. Vous voyez qu'ici on peut donner plusieurs slots horaires. Ici il y en a 2 par exemple. Ce sont des tableaux, donc après on peut en rajouter plusieurs. C'est your slots avec un S. Azure Migrate, Pierre? On va partir sur le service Azure Migrate. Donc juste petit rappel, Azure Migrate, en fait, effectivement, c'est un service dans Azure qui permet de gérer des projets de migration. Donc dans ce service, on va proposer des sets d'outils, donc des outils pour faire des assessments, puis des outils pour faire de la migration, d'accord? Dans les scénarios d'outils de migration, on va trouver de la migration de serveurs, donc là c'est plutôt orienté infrastructure, on parle bien de machines physiques ou de machines virtualisées. On va parler des sujets de bases de données, d'applications web, de bureaux virtuels, et puis aussi des scénarios de migration de data. Voilà.
Et puis ensuite, évidemment, donc Microsoft propose des tools d'assessment et des tools de migration. Et puis aussi, on a ouvert ce service à des partenaires tels que, alors j'en ai mis 2 là, mais évidemment, il y en a plus que ça. On parle de Lakeside pour tout ce qui est sujet VDI, et puis peut-être un partenaire pour faire des assessments qui est Turbonomic, mais il y en a encore plein d'autres. Sur la partie AKS, on a quelque chose de nouveau. Donc là, on est plutôt sur des outils de migration et d'outils de migration d'environnement, on va dire, de type legacy, soit une application .NET ou une application Java, de type Java Web App, d'accord? Et puis là, l'idée ici, cet outil va nous permettre justement de migrer ça dans de l'AKS. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, je suis parti sur une démonstration d'une application AirSonic, donc une application Java, qui s'exécute sur un serveur Apache Tomcat. Alors, pour la démonstration ici, hop, voilà. Ici, j'ai une machine virtuelle, d'accord, qui s'exécute sous Linux, sur lequel a été installée donc la partie JDK, le Tomcat, et puis l'application s'exécutant. Alors, pour pouvoir faire cette migration, dans un premier temps, on va venir installer une appliance. Donc là, on sera guidé par l'assistant dans Azure Migrate, et c'est au travers de cette appliance qui est à connecter à côté du serveur à migrer. D'accord. Donc c'est au travers de cette appliance que l'on va faire donc ces travaux. On va exécuter certaines tâches pour pouvoir migrer. Et le but à la fin ici, effectivement, c'est que donc mon application ici soit migrée sur donc un cluster AKS, et puis ici avec un stockage persistant. D'accord. Donc de manière à ce que donc l'application, puisque l'application qui va s'exécuter, donc elle va s'exécuter sur sa partie Java, mais par contre toute la partie stockage persistant, bah, ici le but c'est de le mettre dans un compte de stockage, d'accord, de type Azure File Share. Et puis là ici vous voyez donc le cluster AKS déployé avec le compte de stockage. Alors ça c'est une copie d'écran de mon application, donc vous voyez ici qui s'exécute sur la VM, sur le port 8080, et effectivement c'est l'application AirSonic. Là je suis connecté donc sur ma machine Linux, donc vous voyez ici, alors je ne sais pas si je passe comme ça, on le voit bien, donc j'ai une version d'OpenJDK, donc la version 1.8.0 anti-score 282. Ensuite, j'ai bien mon serveur Tomcat qui s'exécute avec les logs ici. Et puis ici, sur la partie application AirSonic, ici, j'ai le stockage persistant de mon application, à savoir la base de données. Donc la base de données, là, ici, elle est sur le modèle AirSonic, mais elle aurait pu être aussi bien sur du MySQL. Alors, il aurait fallu que je migre mon MySQL dans du MySQL dans Azure. Donc là, je suis parti d'un exemple le plus simple possible. Et puis ensuite, les médias, la musique, les playlists, les podcasts, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu cette application AirSonic. Dans un premier temps, comment on va faire cette migration? On va évidemment s'appuyer sur le service Azure Migrate, et puis ensuite on va donc dans un premier temps suivre l'assistant. Cet assistant va nous demander de télécharger le soft pour pouvoir installer cette appliance, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce qui est rigolo là-dedans, ce qui est plutôt bizarre, c'est une machine Windows. D'accord, l'appliance, soit du Windows 10 ou soit du Windows Server. Donc là, dans cet exemple-là, j'ai pris du Windows Server. Donc on va vous demander de vous authentifier dans Azure. Ensuite, on va faire une découverte de l'environnement à migrer. Ensuite, une fois que l'environnement va être découvert, il y aura une phase de build d'image de l'application. Donc en fait, l'appliance va générer va générer une image via un Dockerfile, d'accord? Puis ensuite va taguer cette image, et ensuite cette image sera poussée dans de l'Azure Container Registry. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a mis cette image dans l'Azure Container Registry, ensuite va
on va passer à la partie paramétrage de la partie d'AKS. Donc, soit vous avez déjà un cluster AKS et c'est très bien comme ça, ou sinon, dans l'assistant, vous aurez possibilité d'en provisionner un. On gérera aussi la partie du stockage persistant. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans mon application ici, évidemment, cette application a besoin de stockage pour stocker la musique, les podcasts, etc. Donc là, on va plutôt poser ça dans un stockage persistant et non pas dans le conteneur. Une fois qu'on a géré ça, ensuite, l'assistant va nous générer un fichier YAML, donc un fichier manifeste pour de l'AKS, pour son déploiement, et ensuite on déploiera ça dans de l'AKS. Alors, c'est parti pour l'assistant. Ici, je vais aller dans Azure Migrate, je vais aller chercher Azure Migrate. Ici, je vais être notifié comme quoi il y a des nouveaux scénarios. Ici, je vais choisir cet assistant-là, donc la partie migration.NET ou Java Web, d'accord. Ici, je vais télécharger l'appliance, d'accord. Et puis, une fois que j'ai téléchargé l'appliance, je vais venir l'installer. Donc là, ici, je suis sur du Windows Server, d'accord. J'ai téléchargé la Virtual Appliance, c'est du PowerShell. Ce fichier PowerShell, ce script PowerShell va déployer un 2IS, d'accord. Un 2IS, il va normalement générer un package MSI que voilà ici, d'accord, qui va s'exécuter et ensuite va vous déployer cette Virtual Appliance qui s'appuie sur du 2IS, c'est un web service. On continue, donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer l'assistant. Donc là, je vais sélectionner mon scénario. Donc on parle bien d'une application Java Web, de Web App qui donc s'exécute sur un environnement Tomcat. Excusez-moi, donc ici on va continuer. Ici, bien évidemment, on est sur de la preview, donc il n'y a pas de il n'y a pas de support. Donc là, ici, on va venir valider ça. Bien évidemment, la machine Windows qui sur l'assistant, qui exécute cet assistant va se connecter à la machine Linux en SSH. Donc il faut effectivement avoir le SSH sur sa machine Windows Server. Donc elle y est nativement si vous installez un Windows Server 2019, ça c'est sûr. Par contre sur le post Windows 10, je suis moins sûr. Ensuite, on va venir donc valider ça, on va venir continuer et on va passer maintenant à la deuxième étape, la connexion via effectivement le tenant Azure et venir sélectionner l'abonnement. D'accord? Donc là, on va faire login. Ici, il va me proposer un code. Vous savez, c'est le fait de pouvoir s'authentifier via un code. Voilà, on se connecte. Ici, on va venir sélectionner ici la partie donc le tenante, l'abonnement. Ensuite, on continue et c'est là qu'il va falloir quand même faire quelque chose quand même sur l'environnement qui exécute cette application, puisque ici l'appliance ne peut se connecter qu'en username en mode root. D'accord? Donc ça veut dire que sur la machine Linux, il faut que root puisse se connecter à distance depuis une machine, donc là, en l'occurrence depuis l'appliance, pour pouvoir venir découvrir les applications qui sont installées. Donc là, il va falloir faire le nécessaire pour que vous puissiez vous connecter depuis cette appliance en mode root sur la machine qui s'exécute l'application AirSonic. Ensuite, une fois qu'on a rentré l'adresse IP du serveur, bien ici le username root et puis ainsi que son password. Et ici, on va venir valider, ajouter la machine. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir. Donc là, normalement, on doit avoir le status, donc on doit passer au vert. Donc ça veut dire que là, la partie IP, password, root, etc. est bon. Et ensuite, on continue. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. L'appliance ici va venir interroger, va venir scanner la machine Linux et va venir essayer de découvrir les applications qui sont installées sur cette machine. Voilà. Donc là, ici, si tout se passe bien là, l'appliance a reconnu que j'avais une application AirSonic, d'accord? Et puis ici, je vais venir valider comme quoi je souhaite migrer cette application ici. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, donc ça c'est la première chose. OK.
Une fois que j'ai validé ici, il va falloir que je lui donne le nom. Le nom. Donc ça sera le nom de l'image qui sera stocké dans l'Azure Container Registry. Et puis ici, je vais venir éditer ce fichier de configuration. Donc là, ici, il a vu que mon application Java s'exécutait bien sur une infrastructure Tomcat. J'ai la partie configuration du serveur ici, le serveur.xml, les librairies et mon application AirSonic ici. D'accord? Donc l'assistant ici va me proposer de faire ça, de le mettre dans une image, de créer l'image de ça. D'accord? Et puis ensuite, pour le stockage persistant de mon application, je vais rajouter ça sous forme de folder. OK? Donc ici, je vais venir mettre, effectivement, je vous ai montré tout à l'heure au niveau de mon application, toute la partie stockage de cette application est bien dans le répertoire var AirSonic. Là, ici, je ne vais pas le mettre dans le conteneur, je vais mettre ça en stockage persistant. D'accord? Donc là, c'est ce que je mets ici. Ensuite, je vais excusez-moi, je vais venir continuer l'assistant. Voilà. Donc là, on va passer à la phase. Donc là, on a fait la découverte, on a vu ce que je voulais mettre en conteneur, ce que je veux mettre en stockage persistant. Et là, maintenant, on va passer sur la phase build. Donc la phase build, ça veut dire générer l'image, d'accord, et ensuite aller la pousser dans mon Azure Container Registry. Alors, ici, je vais venir sélectionner ici la partie nom de l'image que je veux mettre dans mon Azure Container Registry. D'accord, je vais venir la sélectionner. Et puis ensuite, je vais voir le fichier Dockerfile qui me propose pour pouvoir faire ce job. D'accord? Donc là, je vais venir voir le fichier Dockerfile. Donc là, l'assistant a vu qu'effectivement mon application Java, ma version de Java s'appuie sur une version Zulu, d'accord, OpenJDK Zulu. Donc il me propose l'image qui va bien. Donc là, il va me proposer de partir d'une image Tomcat 8 Zulu Ubuntu et puis Tomcat 9 ici. Et ensuite ici, tu peux nous zoomer légèrement, s'il te plaît? Oui, excuse-moi, oui, bien sûr. Excuse-moi. Voilà. Donc là, on part bien d'une image proposée dans la registrie de Microsoft. Ici, on me propose donc une version 8 de cette image, la Zulu Ubuntu Tomcat 9. Ici, il va me proposer les artefacts qui vont bien, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Et puis ensuite, il me propose effectivement le fichier Dockerfile pour pouvoir le faire et pour finir l'exposition des ports de cette image. Donc là, ici, on va continuer. Ce que je vais faire ici, au niveau de l'assistant, je vais bien lui dire je veux aller dans cette souscription qui a ma container registry ici, Klerk ACR, et puis ensuite, on va builder tout ça dans mon Azure Container Registry. Voilà, là, ici, évidemment, il va se passer un petit peu de temps. OK. On continue. Et puis ici, je peux voir ici, au niveau de ma container registry ici, mon image arrivée qui a été buildée et poussée dans mon Azure Container Registry. Et donc là, voilà, la phase build est terminée. Maintenant, on va passer à la phase de déploiement. D'accord. Donc la phase de déploiement, c'est simplement savoir sur quel cluster AKS je vais pouvoir déployer ça. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous en avez déjà un et c'est très bien comme ça, ou vous avez possibilité d'en créer un à partir de cet assistant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour la configuration. Donc ici, je suis passé en mode, je crée mon cluster AKS ici. Ensuite, je vais lui donner donc la souscription, le resource group ici, le nom du cluster, sa location et la SKU de la machine qui va recevoir ce ou ces conteneurs. Donc ça, c'est le premier worker pool, en fait, qu'on appelle le system pool, qui effectivement de base contient 3 machines. Voilà. Ok, merci Stan. Donc là, il va se passer un certain temps, puisque là, maintenant, il va venir me provisionner ce serveur AKS, ce cluster AKS, excusez-moi. Et puis, on va continuer comme ça.
Donc ça, c'est la partie Provide AKS Cluster. Le cluster est créé. Et ensuite, maintenant, on va passer au sujet, le stockage persistant. Et là, vous vous souvenez, ici, j'avais le dossier, le répertoire var AirSonic, effectivement, à mettre dans un stockage persistant. Et donc là, c'est toujours pareil. Hein, c'est la même approche, souscription, compte de stockage, l'Azure File. J'en ai un, c'est très bien comme ça. Et j'en ai pas, j'ai possibilité de le créer avec cet assistant. Donc là, ici, effectivement, là, je l'ai créé à ce niveau-là. Donc là, souscription, ressources groupe, là, j'en crée un, la location, la SKU, et puis le nom de l'Azure File Share. OK. Donc ça, rien d'extraordinaire. Et puis là, ici, il va venir me créer mon Azure File Share. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc la partie AKS c'est fait, la partie Azure File Share c'est fait, donc reste ensuite à venir regarder, checker un petit peu tout ça. Donc là ici je vais venir sur la partie configure, là, d'accord. Et puis là, à ce niveau-là, il me propose donc effectivement le nom préfixe de la ressource qui sera créée dans mon cluster AKS, le mapping des ports, le nombre de réplicas, et puis la partie load balancer type. Alors, mille excuses, je n'ai pas cliqué dans le menu déroulant. Donc là, ça sera plutôt un load balancer qui sera déployé. D'accord. Et puis ici, je vais avoir effectivement la partie stockage persistant qui sera montée sur un Azure File Share. OK. Donc c'est plutôt, ça correspond à tout à fait ce que j'avais paramétré. Donc on se doute derrière, si tu reviens sur et que tu zoomes légèrement. Vas-y. Oui, vas-y Stan. Voilà, on se doute ici déjà que derrière, là, il est en train de demander les informations pour créer son manifeste pour le deployment, parce qu'on voit ici le nombre de réplicas, et puis également les services associés derrière. Donc le external, c'est effectivement qui va associer un service Kubernetes à un load balancer, mais je pense que dans la liste, tu devais probablement avoir également le choix de Ingress, ce qui serait tout à fait logiquement. Ouais, la démo, je l'avais fait tard le soir, donc après j'étais un peu. C'est pas très grave, Pierre. Toutes les cases. Et en plus, c'est en preview, donc ça va, t'es excusé. Oui, c'est en preview, Ok, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais pouvoir aller éditer maintenant ce fameux fichier manifeste YAML, donc qui va effectivement, en fonction de ce que j'ai répondu, là, il va me générer le fichier manifeste YAML pour pouvoir déployer cette ressource AKS. Donc là, hop. Donc on voit qu'il y avait un PVC ici, un persistent volume claim, qui était la réservation, la revendication d'un espace sur l'Azure File, et puis effectivement la slide d'après. Donc là, on voit effectivement qu'on a la suite. Donc un service, ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Le type load balancer, ça veut dire qu'il sera externe. Et je pense que là, à mon avis, le prochain truc, tu dois avoir l'image avec le nombre de réplicas, probablement. Ouais, après, j'ai pas refait d'autres copies d'écran. T'en avais une, là, je vois réplica. Je suis passé en mode feignant, attends. Je recommence, je repars là. Voilà. Ok. J'en fais exprès ou... On ferait pas le montage, Pierre, je te préviens. Non, pas de souci. On va y arriver. Zoom un tout petit peu ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Okay. Ça, on l'a vu? Oui. On l'a vu. Ouais. C'est ça. Ok, on va y arriver. Et ensuite, donc une fois qu'on a checké ce fichier de manifeste, ensuite, on va venir déployer ça dans Azure. Bon, il va se passer un certain nombre de temps quand même pour pouvoir installer ça sur mon cluster AKS. Et puis ici, j'ai le résultat de ce déploiement et a priori qui s'est plutôt bien passé. Et puis là, ici, l'assistant me renseigne l'adresse IP publique sur laquelle je peux accéder à mon application, ainsi que son port TCP 8080. Voilà, c'est plutôt bien. Ensuite, il suffit d'aller dans la console Azure. Vous allez voir ici votre cluster AKS qui a été déployé ici. On continue toujours là, le ressource group où on est venu déployer effectivement le réseau, le stockage persistant, les services IP publics, le load balancer, et ce qui va bien. Et puis ici, la partie stockage, où là, je vois bien mon stockage persistant, donc l'équivalent de mon répertoire var qui arrive dans la partie service Azure File Share ici. Je crois que j'en fais exprès, Stan. Oui, je ne ferai pas le montage, je te préviens. Et puis ici, quand je retourne dans les services et ingress du cluster AKS, je vois l'adresse IP et a priori tout s'est bien déployé. Voilà.
Puis là, il suffit d'aller cliquer sur le lien. Bien évidemment, bien demander le numéro de port ici, et on voit que mon application AirSonic a bien été migrée. Voilà. Ça, c'était Magnifique. l'illustration. Je vous avoue que ça a été peut-être un peu long, mais j'ai enfin réussi à le faire. Et puis, c'est toujours à moi encore. C'est toujours à moi. Je te préviens, je ferai pas le montage. Nouveauté, je vais y arriver. Nouveauté aussi dans le monde AKS, effectivement, pour les gens qui souhaitent faire du WebLogic dans des environnements Azure, dans des environnements AKS. Donc Oracle et Microsoft donc proposent effectivement des méthodes et des images donc certifiées pour pouvoir exécuter donc ces workloads dans AKS. Ici, je vous ai mis un lien en bas d'un guide pas à pas pour pouvoir le faire correctement, qui vous permettra ici effectivement de déployer dans des clusters AKS des environnements WebLogic là-dessus. Voilà. Ouais, notons la présence d'un opérateur, hein, donc ça veut dire qu'on va, en gros, ce qui a été fait, c'est d'enrichir les ressources Kubernetes par des ressources spécifiques justement à WebLogic sur Kubernetes. Et donc du coup, il y aura son propre verbage dans le kubectl via les opérateurs. Ouais, absolument, absolument. Et je crois que j'en ai fini, Stan. Je pense que c'est toi qui dois prendre la main après, je pense. Ok, c'est parti. Eh bien Pierre, je vais reprendre effectivement la main avec quelque chose d'un petit peu plus léger, plus digeste. Donc on va parler de l'Azure Key Vault Provider pour le Secret Store CSI Driver. Pouf, Kezako. C'est simplement en fait ce qui va permettre d'aller consommer des choses qui sont stockées dans un Azure Key Vault, côté Azure, depuis des pods qui seront exécutés simplement dans Kubernetes. D'accord. Donc c'est assez récent, ça vient remplacer en fait un projet qui s'appelait Flex qui existait avant, et là on a des interfaces un peu plus normalisées. Hein. Donc première chose, c'est que le CSI Secret Store est un driver avant tout, hein, donc il va falloir l'installer. Hein. Donc on l'installe aujourd'hui, en tout cas tel que documenté pour l'instant, sous la forme via un chart Helm, donc on rajoute le dépôt qui va bien, et ensuite on fait simplement un Helm install de son Secret Store Provider Azure, et puis ça vous installe tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait l'installation de cette partie-là, il va falloir du coup déclarer des secret provider class. On va le voir juste après. On pourra s'appuyer pour le coup sur des modèles fournis sur le GitHub d'Azure. Alors point important, hein, ces fameuses classes de stockage, il faudra bien penser à les instancier dans le même namespace que le pod qui va faire référence à ces informations-là. D'accord ? Donc le fait d'avoir installé la partie CSI Store Driver va vous mettre des composants supplémentaires que vous allez voir qui s'appellent CSI Secret Store Provider Azure et après quelque chose derrière. D'accord ? Donc on va prendre ce manifeste qui a été fourni. Donc là encore, on va avoir du coup des classes supplémentaires. Donc ici, ce sera des Secret Provider Class. Et donc c'est ici où on va configurer notamment pas mal de petites choses. On va configurer d'abord dans ce fichier le nom du key vault qui va contenir les informations qui seront utilisées par les fameux pods de l'application. On va ensuite définir ici, dans cette partie-là, de la manière avec laquelle on va s'authentifier auprès de l'Azure Key Vault. L'Azure Key Vault, c'est pas open bar. On va devoir créer des stratégies d'accès pour autoriser ces fameux pods ou les nœuds du cluster à venir se connecter à cet Azure Key Vault. Donc pour cela, on va devoir choisir de la méthode d'authentification. Donc on a comme méthode d'authentification l'Azure Pod Identity qui est encore assez récente puisqu'elle est encore en preview, qui va permettre de donner des identités managées à des pods. Donc ce n'est pas ce que j'ai utilisé ici. Ici j'ai utilisé les identités des VM Manage, donc les identités en gros des VM de mon cluster. Et donc j'ai utilisé les User Identity, je suis allé chercher, je vous montrerai après dans la capture d'écran, les identités en fait de mon VM Scale 7 et je suis venu mettre ici l'information ici. Donc le nom de mon key vault, et ensuite je choisis ici, je vais mettre dans un tableau, array, les ensembles des objets que je souhaite exposer justement à ces fameux pods. Donc ici j'ai pris deux types d'objets, j'ai pris un secret qui, je le rappelle, dans Azure Key Vault est une chaîne de caractères. Et puis j'ai également pris un deuxième type d'informations secrètes stockées dans mon Azure Key Vault. En l'occurrence, j'ai pris une paire de clés. Et vous savez que la clé privée restera toujours dans le Key Vault. Voilà. Donc ça, ce sont les deux éléments que je vais mettre. Donc ici, on donne leur nom, on peut préciser la version si on a envie de l'objet. Si on ne précise rien, il prendra la dernière.
D'accord? Donc pour faire le mapping, ici j'ai mon secret, et ben mon secret, je le retrouve dans mon Azure Key Vault, dans la partie secret. Effectivement, j'ai repris son nom ici, secret K8S Demostan. Ici, ma clé, même chose, je suis allé dans mon Azure Key Vault, et dans mon Azure Key Vault, dans la partie Key, je suis allé chercher ma clé, tout simplement. D'accord? Attention, case sensitive. Donc pour configurer, je l'ai dit, l'accès au Key Vault, soit on va prendre un service principal, soit une pod identity, soit un user manage ou un system manage identity côté du VMSS. D'accord? Donc moi ici, je suis allé donc dans la partie manage identity de mon VMscale 7 qui correspond à un de mes worker nodes, de mon cluster Kubernetes. Donc je suis allé chercher ici ces informations-là. Voilà, donc j'ai bien ici un user manage identity avec les identités associées derrière. Et ensuite, je suis allé sur mon Key Vault pour dire, OK, maintenant je vais donner accès au data plane, c'est-à-dire aux données stockées dans mon Key Vault, pour certains types d'objets. Donc, je suis allé vers Access Policy, j'ai fait ici un Add Access Policy. Et ensuite, ici, je suis allé chercher, donc j'ai dit, voilà, je vais donner des clés, j'ai un template, je vais aller donner accès à des secrets et à des clés. Je vais donner au niveau des clés les accès, donc les permissions get et list. Et au niveau des secrets, les permissions get et list. Ça suffira pour aller chercher un secret. D'accord? Ensuite, je vais venir sélectionner ici ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire l'identité qui va correspondre à cette délégation de droit. Là, je vais simplement mettre le nom de ma manage identity ou simplement de mes agent pool AKS. Donc là, j'ai ma manage identity qui est disponible ici. Je fais select et là, on voit bien effectivement qu'au niveau des access policy, l'AKS microservice agent pool, ici, va avoir le droit de get et de list sur les secrets et également sur les clés. Bien penser, attention, c'est un piège, de bien penser à faire save une fois que vous avez fait ça. Si vous ne le faites pas, les modifications ne seront pas prises en compte. D'accord? Une fois que c'est fait, on va pouvoir appliquer effectivement ce manifeste YAML où je disais tu vas aller te connecter avec des managed identity sur cet Azure Key Vault, exposer ce secret et cette paire de clés. Ce que j'ai fait ici. Et donc ensuite, j'ai simplement un petit pod qui est basiquement un Nginx. Et ce petit pod en fait va aller chercher, monter les secrets qui sont dans le Key Vault, en l'occurrence ici la clé et le secret. D'accord? Donc je fais un kubectl apply ici pour déployer mon petit exemple. Si je regarde les pods, je vois bien ici ce fameux pod que j'ai appelé Nginx Secret Online. Voilà, ça c'est. Et ensuite, je fais une description ici de ce pod. D'accord? Donc ce pod est tout à fait classique, c'est un Nginx, rien d'extraordinaire derrière. Si on regarde dans la partie montage par exemple, par contre là ça commence à devenir intéressant, parce que ici on voit ici la notion de secret store qui ont été montés effectivement. Et on va voir le détail derrière. D'accord? Si on regarde le détail ici, effectivement, donc on monte le Key Vault comme simplement des volumes dans le système Linux. Donc ici, on va retrouver dans les volumes montés, effectivement, le Secret Store Inline. On voit que c'est du CSI, le Container Storage Interface Volume, pour les secrets. Et on voit ici le Secret Provider Class. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on ne va pas faire des commandes interactives dans un pod, il n'y a pas de raison de le faire, mais si on voulait le faire, on peut le faire avec un kubectl exec, -t pour passer en mode interactif. Et donc, je vais me connecter sur le pod qui s'appelle Nginx Secret Store Inline, et là, je vais lister dans /mnt/socket store ce qu'il y a de disponible. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Eh bien, dans Secret Store, je vais avoir, pour ce pod-là, effectivement deux objets, clé démo K8s et secret K8s Demostan. Ça tombe bien, c'est exactement les choses qui étaient dans mon Key Vault que je souhaitais exposer. D'accord? Là encore, si je voulais imprimer ce qu'il y a ça, je peux faire ici de manière interactive un kubectl exec, le nom de mon cluster, et je fais un cat. Je fais simplement une édition de mon secret store ici et de ce secret. Le secret ici est affiché, c'est la ligne de commande, c'est le secret que j'ai tapé et qui est stocké dans mon Azure Key Vault. J'ai fait exactement la même chose ici pour la partie clé.
Donc là, j'ai affiché clé démo. Et là, effectivement, il me montre la partie clé publique. Je rappelle que la clé privée restera toujours et reste stockée de manière sécurisée et non visible dans l'Azure Key Vault. Donc voilà, ici, je suis dans un pod. Et ce pod a accès finalement à 2 informations secrètes qui sont mises en fait dans un Azure Key Vault. Et tout ça grâce à cette nouvelle interface et ce CSI Driver. On passe du coup à la partie Container Registry, où la grosse nouveauté, enfin la seule nouveauté d'ailleurs quasiment qui est arrivée dans ACR très récemment, c'est l'arrivée du support des Availability Zones au niveau d'ACR. Jusqu'ici, le back-end, le data plane d'Azure Container Registry, c'est un compte de stockage qui était en LRS, qui est toujours en LRS. Donc Locally Redundant Storage, 3 copies locales à une région, dans des serveurs différents, dans des racks différents, potentiellement dans des salles différents et potentiellement dans des bâtiments différents. Donc là, pour le coup, si on veut être sûr que même si une zone complète et un ensemble de bâtiments ont un problème, qu'on ait toujours accès à ces données, avec du ZRS, pour le coup c'est le cas, car là on va vraiment dispatcher les 3 copies synchrones de données dans des zones de disponibilité séparées qui ont leur propre électricité, leur propre bâtiment, leur propre réseau, etc. Voilà. Donc ça va rajouter de la résilience. Sachez qu'il existe toujours la géoréplication et le GRS existe également toujours dans la partie ACR, mais c'est pour un autre besoin. Pour créer tout ça, rien d'extraordinaire, ligne de commande, Azure ACR Create, nom du resource group, nom de la registry, localisation et nouvelle option, -zone redundant enable, tout simplement. Et pour cela, il vous faudra la SKU Premium. Limitation de la preview, c'est une preview, donc elle est limitée, on ne l'a pas encore dans toutes les zones d'Azure. On ne sait pas encore convertir une ACR en mode AZ, qui n'était pas en mode AZ en mode AZ. Donc on ne sait pas convertir une ACR avec un stockage en back-end LRS directement vers du ZRS, pas encore en tout cas, mais c'est probablement lié à la preview. Et puis les ACR tasks ne sont pas encore supportés. Eh ben, on va arrêter, je pense, la première partie, la première vidéo liée à ces nouveautés d'Azure, partie pass et Cloud Native édition 2021. Donc j'encourage à cliquer quelque part par là ou par là. Il va y avoir un encart avec la vidéo de la partie numéro 2. Et puis donc on vous souhaite bonne continuation sur la partie numéro 2 où Pierre va nous parler d'infra as code.